Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique, première chronique de l'Amérique latine proposée par l'ERIS 2021. Une année qui, dans la région, va être marquée par beaucoup d'événements, je vais y revenir, notamment électoraux. Alors, pour cette première chronique, j'ai choisi de vous proposer de faire une sorte de tour d'horizon, de panorama, justement, de ces enjeux, essentiellement économiques, sociaux, politiques et géopolitiques dans le sous-continent. Alors, l'année 2021 a démarré avec l'installation de l'Assemblée nationale au Venezuela le 5 janvier 2021, suite aux élections législatives du 6 décembre, élections qui n'avaient pas été reconnues, comme on s'en souvient, par les États-Unis, l'Union européenne, reconnues par la Chine, la Russie, d'autres pays. Quoi qu'il en soit, cette assemblée désormais est en place. Elle a un mandat de 5 ans qui l'emmène jusqu'à début janvier 2026, donc, c'est-à-dire 2 ans après la fin du mandat présidentiel de Nicolás Maduro, qui l'emmène lui jusqu'à 2024. Donc l'Assemblée largement dominée par le camp chaviste aura le pouvoir législatif jusqu'à 2026. C'est ça que ça veut dire. Alors, une question posée, c'est quid de l'ancienne Assemblée qui n'existe plus, du point de vue constitutionnel en tout cas. Eh bien, selon Juan Guaido, disons le président, enfin de cette Assemblée qui était en poste jusqu'à présent, eh bien, il a décidé de promulguer une loi qui permet à cette Assemblée finalement de continuer de siéger le temps nécessaire, au moins un an, dit-il, le temps nécessaire à ce que soient organisées des élections générales, présidentielles en particulier, au Venezuela. Donc de son point de vue, il reste le président de cette assemblée, mais qui n'existe plus du point de vue institutionnel et qui n'a plus physiquement de lieu pour siéger, mais qui existe de manière informelle, si je puis dire, qui lui permet de conserver un titre, en tout cas celui de président de cette assemblée. Mais bon, on voit bien que cette situation un peu particulière vient nourrir et continue de nourrir un peu l'imbroglio, le labyrinthe vénézuélien. Mais quoi qu'il en soit, l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui est en capacité de débattre, d'élaborer et de voter les lois, c'est celle qui est en place depuis le 5 janvier, ce qui pose beaucoup de problèmes à M. Guaido, mais aussi à ses soutiens de par le monde, qui aujourd'hui, on le voit bien, se posent beaucoup la question de la continuité de leur soutien politique à Juan Guaido, d'autant que ce dernier, qui s'est affaibli largement, qui a perdu pas mal de soutien, continue d'être un peu égratigné, puisque par exemple le Washington Post, le quotidien américain, a révélé des enquêtes sur des affaires présumées de corruption qui affectent des représentants de Juan Guaido, en particulier dans la gestion de fonds financiers, d'actifs vénézuéliens à l'extérieur. Tout cela continue d'affaiblir finalement un peu l'image de Juan Guaido, qui par ailleurs n'a plus de base institutionnelle pour pouvoir mener sa bataille contre Nicolás Maduro, qui lui a désormais une assemblée qui est fonctionnelle et qui est très largement archi en sa faveur. Donc voilà la situation au Venezuela, on ne manquera pas d'y revenir dans les semaines qui viennent. Mais évidemment, la question est posée. Et un dernier élément, l'Union européenne, dans son bilan de cette élection législative, ne reconnaît pas la nouvelle Assemblée, mais pour la première fois dans son langage diplomatique, elle ne définit pas, ne décrit pas Juan Guaido comme le président par intérim, c'est la première fois. Elle le cite comme l'un des leaders politiques de l'ancienne Assemblée, enfin de l'Assemblée qui avait été élue précédemment, mais elle ne le nomme plus président par intérim, ce qui est une indication diplomatique qui a un sens, en tout cas qui montre bien que les discussions sont plus complexes aujourd'hui au sein de l'Union européenne sur le soutien à apporter à Juan Guaido. Alors, l'élection américaine va être, je vous le disais, surtout électorale. On va avoir beaucoup d'élections très importantes dans un contexte qu'il faut toujours avoir en tête, celui d'une région qui va traverser sa pire crise économique depuis toute son histoire. La CEPAL, la Commission économique pour l'Amérique latine, rappelle sans cesse que cette crise liée et due très largement aux conséquences de la pandémie de Covid-19 va créer une crise sans précédent en Amérique latine du point de vue économique et social. Ni la Seconde Guerre mondiale, ni la crise de 29, pour parler que du XXe siècle, n'ont produit une crise comme celle que vont connaître tous les pays latino-américains. Récession massive, explosion de la pauvreté, des inégalités, hélas, endettement des États, dépendant largement de bailleurs de fonds extérieurs sur les institutions financières internationales ou certains pays comme la Chine. Tout cela va beaucoup peser sur les
les scénarios politiques internes, notamment parce que la région a déjà été secouée par de forts mouvements de contestation sociale. On s'en souvient à l'hiver 2019, avant l'arrivée de la pandémie, une pandémie qui elle aussi d'ailleurs continue à plein en Amérique latine, même si les campagnes de vaccination commencent dans plusieurs pays. Mais actuellement, alors que d'ailleurs l'été revient dans la plupart des pays, eh bien, il y a de nouveau une flambée en réalité des contagions du coronavirus, laissant l'Amérique latine toujours comme cet épicentre avec les États-Unis au niveau mondial de la pandémie. Alors c'est dans ce contexte-là qu'on doit et qu'on va analyser les événements politiques. Alors, premières élections, très importantes, ça va être en Équateur, le 7 février 2021, donc c'est dans quelques semaines à peine. Un des scénarios possibles, très possible même, c'est le retour au pouvoir du camp de l'ancien président Rafael Correa, non pas avec Rafael Correa cette fois-ci comme dirigeant et candidat à la présidentielle, mais un de ses anciens ministres, un jeune ancien ministre qui s'appelle Andrés Arauz et qui porte les couleurs donc, du camp de la révolution citoyenne, comme l'avait défini Rafael Correa, et qui peut l'emporter aujourd'hui dans cette élection, dans un pays traversé, on l'a dit, par une grande crise économique, sociale, mais aussi une grande instabilité politique, avec un président Lenín Moreno qui sort quand même globalement assez, disons, épuisé et assez vidé d'une présidence assez impopulaire, même très impopulaire, après la gestion de la pandémie en particulier, mais pas que. En tout cas, le camp coréiste peut l'emporter. Deux autres candidats semblent aussi pouvoir être en mesure de remporter l'élection, en tout cas d'y jouer un rôle important. C'est Guillermo Lasso, qui représente la droite traditionnelle équatorienne, qui est un habitué en fait des présidentielles, qui est un banquier de son État, et qui lui aussi peut prétendre peut-être, notamment dans le cadre d'un deuxième tour s'il y en avait un, ramasser la mise, c'est possible. Et puis un troisième candidat indigéniste, lui, qui s'appelle Yacu Pérez, qui est quelqu'un qui représente un peu les franges radicales des mouvements indigénistes en Équateur, dont une partie était avant avec Rafael Correa et qui avait rompu avec lui. Il y a un public, une partie des électeurs qui peut aussi donner à ce candidat un score assez important. Donc en tout cas, ces trois candidats émergent comme ceux qu'il va falloir suivre dans les semaines qui viennent en Équateur. Ensuite, on aura des élections présidentielles générales très importantes au Pérou, pays qui a aussi un petit peu animé la scène médiatique ces dernières semaines, avec ce qui s'y est passé, les manifestations de rue, l'épidémie qui est très forte aussi, un des pays les plus touchés en nombre de morts, hélas, une instabilité politique structurelle avec plusieurs présidents, un qui a été démis, d'autres qui sont arrivés quelques jours, qui se sont succédés, enfin une instabilité que va essayer de solutionner une nouvelle élection générale qui va se tenir le 11 avril au Pérou. Là, il y a une dizaine de candidats qui sont présents, dont l'inaltérable Keiko Fujimori, la fille de son père, pour un des partis fujimoristes sur place. Verónica Mendoza, qui est un peu l'espoir de la gauche, la rénovation de la gauche péruvienne, qui va être candidate, mais aussi l'APRA, qui est le parti un peu traditionnel du centre droit et social-démocrate, avec l'ancien président qui s'est suicidé pour corruption, enfin pour des histoires de corruption auxquelles il aurait été lié, Alan Garcia, qui est pourtant une des figures qui a marqué la vie politique pendant 30 ans de ce pays. Bref, une dizaine de candidats, donc il faudra bien sûr suivre ça parce que vont se jouer dans ces élections beaucoup de choses aussi pour ce Pérou qui connaît bien des difficultés. On aura ensuite en avril toujours, non pas une élection mais présidentielle, on aura une autre élection, celle de l'Assemblée constituante au Chili pour pendant 9 mois ou un an préparer une nouvelle constitution qui sera soumise ensuite par référendum à l'approbation ou au rejet des Chiliens. On en a déjà parlé dans nos chroniques plusieurs fois. Donc ça, on aura une élection de cette assemblée constituante. On aura après en juin à retenir des élections qu'on appelle de mi-mandat, un peu mid-term au Mexique, qui est une rénovation conséquente du Congrès mexicain qui là aussi va donner un peu le rapport de force et sanctionner la gestion de Andrés Manuel López Obrador, dit AMLO, qui a été élu en 2018. C'est le premier grand test pour lui avec ses élections de mi-term et du Congrès mexicain. Là aussi, pays frappé par la pandémie, une gestion qui a été controversée, une économie qui plonge, enfin toujours le même scénario, mais justement comment les forces sociales vont s'organiser, réagir et s'exprimer et mettre qui au pouvoir, et c'est tout ça qu'il va falloir suivre dans ces pays-là. Ensuite, on aura encore des élections à l'automne importantes, au Paraguay par exemple, en octobre, des élections municipales. On aura en novembre des élections très importantes au Nicaragua, en Honduras, pays qui sont dans la sphère d'influence immédiate
des États-Unis. Le Nicaragua, avec lequel Washington entretient traditionnellement des liens complexes. Monsieur Ortega se représente, donc là aussi on aura des élections, des pays touchés par les mêmes problèmes que les autres, comme je le disais, donc dans cette région centra-américaine. Et puis on aura aussi, malgré tout, encore une présidentielle pour finir l'année, ce sera toujours au Chili, le 21 novembre pour le premier tour, avec un président ou une présidente qui va être élu sous le régime de la Constitution actuelle, et puis qui peut-être devra encore changer quelques mois plus tard si la constituante dont je parlais aboutissait à un changement de constitution. Alors il y aurait de nouvelles élections quelque part en 2022 qui remettraient tout sur la table. Donc le Chili va avoir une année hyper électorale où les Chiliens et les Chiliennes vont être beaucoup de fois appelés aux urnes, à participer aux affaires publiques, à la vie politique. Ça va être quelque chose de très important, un des fils rouges qu'on suivra cette année. Donc on a beaucoup de scénarios à suivre. Il faut, pour être tout à fait complet sur l'Amérique latine et les enjeux qui arrivent, bien sûr, continuer de suivre ce qui va se passer au Venezuela, ça j'en ai parlé. Au Venezuela, où il y aura aussi d'autres élections intermédiaires avec des élections locales et gouvernementales, des États, des régionales, comme on dirait en France. Là aussi, ça va être la continuité des tensions, puis peut-être en même temps des négociations entre le pouvoir et une partie de l'opposition. Donc tout ça, c'est important pour l'année qui vient. Et puis, un dernier mot sur Cuba, où cette fois-ci, l'enjeu, il est double. C'est à la fois la continuité ou le développement de la présidence de M. Diaz-Canel sans Raúl Castro, qui devrait quitter ses fonctions à la tête du Parti communiste cubain. C'est historique, c'est un moment très important, un autre moment très important dans l'histoire de Cuba. Moment aussi où le président a lancé un plan qu'il appelle le ordenamiento, qui est en fait la réorganisation de l'économie. Ça, là aussi, ça s'inscrit dans des réformes qui ont commencé depuis quelques années à Cuba, mais le grand sujet qui a démarré officiellement le 1er janvier, qui a été confirmé, c'est l'unification monétaire, parce qu'il y a deux monnaies à Cuba, sujet très complexe, mais dont il faut retenir plusieurs choses. L'idée, c'est de pouvoir avoir, une évolution du système économique cubain qui lui permette de plus produire nationalement, de moins dépendre de ses importations extérieures, surtout des importations qui sont limitées du fait de l'embargo des États-Unis sur Cuba, qui s'est beaucoup durci sous Donald Trump. L'idée, c'est d'avoir un appareil de production donc plus autonome. L'idée, c'est de remplacer une société où la plupart des gens, l'énorme majorité, l'État leur donne ce dont ils ont besoin, la nourriture, le logement, etc., à une société de revenus, de salariat, puisque ce n'est pas le cas à Cuba, mais l'idée, c'est que les gens génèrent des revenus par des activités et puissent consommer, avec en partie une production de plus en plus nationale. En tout cas, c'est ça l'orientation théorique, c'est d'en finir avec les subventions sur les produits, etc. Donc c'est vraiment un changement assez copernicien à Cuba, très incertain, très complexe à mettre en place, beaucoup de pièges, beaucoup de difficultés techniques, mais en tout cas c'est vers ça que Cuba veut aller pour, in fine, toujours permettre d'avoir des conditions qui facilitent pour l'île l'arrivée d'investisseurs internationaux dont l'île a besoin et que le gouvernement cubain veut, c'est-à-dire continuer à avoir un contrôle politique sur les évolutions économiques et sociales et politiques bien sûr de l'île, mais tout en ouvrant son économie aux investisseurs internationaux. Et donc c'est pour ça que, en partie, il est nécessaire d'unifier la monnaie, de ne pas avoir plusieurs régimes monétaires en même temps, tout ça rendant incertain et de manière très insécurisée toutes les transactions économiques, posant des problèmes d'inflation, de taux insolutionnables. Donc l'idée, c'est un peu d'aller vers tout ça. Rien ne dit que ça va se faire à marche forcée ou très rapidement, parce que ça va être très compliqué. Mais en tout cas, Cuba est entré dans ce processus et il est important de le signaler. Donc vous voyez, cette année 2021 va être encore riche en Amérique latine d'événements, de scénarios qui vont évoluer. Tout ça sur fond, j'ai envie de dire même de rouleau compresseur, la crise économique et sociale qui devrait créer dans toutes ces conditions et avec ce parcours électoral des surprises, certainement des phénomènes nouveaux, des acteurs nouveaux qui vont surgir et que nous ne manquerons pas dans ces chroniques de l'Amérique latine de continuer à suivre et d'essayer d'expliciter pour comprendre un peu le cheminement de ce sous-continent et de son rôle dans les relations internationales. Voilà, donc à bientôt pour suivre l'un, l'autre, tous ces scénarios et ces situations dans les semaines et mois qui viennent.